Bonjour ou rebonjour pour ceux qui auraient suivi la première partie de cette émission consacrée aux élections législatives dans la deuxième circonscription de Haute-Savoie. Nous sommes à présent avec le deuxième groupe de candidats pour écouter leur point de vue sur différentes thématiques. Mais avant cela, Muriel, un petit mot à nouveau sur les caractéristiques de cette deuxième circonscription de Haute-Savoie. Oui, rebonjour Victoria, bonjour à tous. Donc la deuxième circonscription de Haute-Savoie s'étend sur un territoire vaste et varié de 40 communes, la moitié d'Annecy, la rive ouest du lac, jusqu'à Faverges, les contreforts du Semnoz, le pays d'Albi et la vallée des Aravis. Elle compte 140 000 habitants. On peut aussi souligner qu'elle recoupe 4 cantons et 3 communautés de communes, ce qui représentera pour le futur la future députée autant d'interlocuteurs avec bien sûr les maires. Sur le plan politique, on peut dire qu'elle est historiquement ancrée au centre droit. Pour faire un petit peu l'histoire, l'ancien maire d'Annecy et ancien ministre Bernard Bosson en avait été le député pendant 19 ans. En 2007, il a été battu par Lionel Tardy, qui était alors un novice en politique. Lionel Tardy, qui a été réélu en 2012 sous l'étiquette Les Républicains, avant d'être lui-même sorti en 2017 par une autre novice, la candidate LREM Frédéric Lardet. En 2012, Frédéric Lardet a laissé son siège à son suppléant Jacques Ray. Des 6 circonscriptions de Haute-Savoie, la deuxième est celle où les candidats seront les plus nombreux à s'affronter dimanche 12 juin. Ils sont 15. Ça n'a rien d'étonnant, car c'est une circonscription emblématique dans le département. C'est celle du chef-lieu, où la confrontation politique offre aux candidats une visibilité particulière. C'est aussi une circonscription avec des enjeux territoriaux très forts, en particulier la mobilité, le logement et la montagne, qui sont les thèmes sur lesquels nos invités s'expriment aujourd'hui. 12 des 15 candidats donc en lice ont répondu présents aujourd'hui. 6 nous ont rejoints autour de la table. Nous débutons avec une petite présentation de chacun et le tirage au sort en a décidé ainsi. C'est vous qui débutez. Pascal Siabarazzi, nous vous écoutons. Bonjour, un grand merci pour l'organisation de ce débat et pour notre vie démocratique. Donc je suis Pascal Siabarazzi, j'ai 39 ans, je suis arrivé en Haute-Savoie en 2008 et je suis enseignant d'italien. Je fais partie de cette nouvelle génération qui est appelée la génération climat, qui a décidé de s'engager face à l'inaction climatique d'Emmanuel Macron. Donc j'ai décidé de m'engager au sein d'Europe Écologie Les Verts, dont je suis aujourd'hui le représentant à Annecy et le porte-parole en Haute-Savoie. L'année dernière, je me suis présenté aux élections régionales auprès de Fabienne Grébert au sein du pôle écologiste et lors des élections départementales sur le canton Annecy-Sevrier au sein du collectif citoyen Réinventons la Haute-Savoie, en binôme avec Karine Lamy, conseillère municipale à Saint-Joriot. Et cette année, je présente une candidature en binôme avec Caroline Motte, qui est une candidature résolument écologiste, citoyenne, parce que notre candidature est une candidature écologiste systémique qui a vocation à transcender tous les clivages politiques et qui part des besoins de notre territoire et de ses habitants, parce que ce que nous souhaitons avant tout, c'est à la fois préserver la santé, la qualité de vie des habitants du bassin, mais surtout celle de nos enfants. Et pour ce faire, eh bien, nous prônons une plus grande justice sociale et surtout un très très grand renouveau démocratique. Merci beaucoup et nous écoutons tout de suite Lionel Tardy pour cette petite présentation. Bonjour à tous, merci pour ce débat. Donc Lionel Tardy, je vais me présenter brièvement, beaucoup de personnes me connaissent. J'ai été donc, comme ça a été précisé, débuté de la circonscription de 2007 à 2017, 5 ans dans la majorité, 5 ans dans l'opposition. Depuis le mois de juillet de l'année dernière, donc je suis vice-président du département en charge des routes, des bâtiments, des mobilités, des pistes cyclables, on en parlera juste après. Et donc, je connais parfaitement les 40 maires de la circonscription. Et donc, je suis sur cette élection en binôme avec Annabelle André, qui est conseillère régionale, donc un conseiller départemental, une conseillère régionale, pour parfaitement répondre à toutes les attentes du territoire de la deuxième circonscription. Merci. Corinne Barraud, vous représentez aujourd'hui Loris Fontana. La parole est à vous. Oui, c'est ça. Je suis Corinne Barraud, j'ai 58 ans. Je suis en binôme avec Loris Fontana. Et nous sommes le binôme NUPES de cette circonscription. Je suis militante écologiste, membre de Nouvelle Donne. J'ai aussi, voilà, Nouvelle Donne. Donc, qui est un parti écologiste et de gauche qui œuvre depuis plus d'1 an au rassemblement.
C'est donc pour ça que ce parti s'inscrit parfaitement dans la nouvelle coalition qui a été signée le mois dernier. Cette coalition, elle est très attendue, elle suscite beaucoup d'espoir et elle s'appelle NUPES, donc Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Et c'est le moyen de changer la majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'enfin stopper l'inaction climatique et le recul social. Merci. La parole est à vous, Antoine Armand. Bonjour et merci pour votre invitation à nouveau. Je m'appelle Antoine Armand, je suis le candidat de la majorité présidentielle, le seul candidat soutenu par Emmanuel Macron et par Édouard Philippe dans la circonscription. J'ai 30 ans, je vis et je suis engagé dans le bassin annécien. Je suis engagé au niveau associatif avec une petite association en faveur de l'orientation, de l'insertion des jeunes dans l'emploi, en mémoire de mon arrière-grand-père. Et puis, je suis engagé en politique comme responsable de la majorité présidentielle en Haute-Savoie, où j'ai mené la campagne des régionales et la campagne de l'élection présidentielle. Et je me présente pour être un député au travail, un député utile, de proximité, concentré à 100% sur ce seul mandat pour porter la voix de notre territoire à l'Assemblée nationale avec toutes ses spécificités et puis pour donner une majorité au président de la République qui a été réélu en avril dernier, pour donner une majorité et donc éviter les blocages ou les extrêmes à l'Assemblée nationale, dans un temps où la guerre en Ukraine, l'urgence absolue du pouvoir d'achat ne permettent pas d'être face à des blocages ou à des personnes qui sont dans des postures ou dans des extrémismes. Merci Catherine Pacoré, nous vous écoutons. Bonjour à tous, merci de cette invitation et dans ce lieu symbole du patrimoine aussi de nos territoires. J'ai 46 ans, je suis mère de 2 enfants, j'habite à Annecy dans la commune déléguée de Crangevrier. Je suis la candidate du centre droit, soutenue par la droite, et par ailleurs, je suis une élue locale. Je suis conseillère régionale et je suis très investie sur ce territoire de la seconde circonscription que je connais bien, puisque ça fait 7 ans que je suis élue régionale dans la majorité, membre du groupe centriste. Cette circonscription, Thônes, les Aravis, Faverges, les sources du lac, les rives du lac, Annecy, le pays d'Albi. Et bien sûr, j'ai une suppléante qui s'appelle Nelly Vera d'Urbex et qui est maire adjointe à Thônes. Je connais bien les enjeux de ce territoire, les enjeux environnementaux, les problématiques de qualité de l'air, de préservation des espaces agricoles et naturels, les enjeux sociétaux aussi de demain, la vie chère, le logement, les transports qu'on abordera ensuite, les enjeux économiques et les défis de demain que seront bien sûr la santé et le grand âge. Et bien sûr l'éducation de nos jeunes pour l'avenir. Donc je serai cette candidate qui portera aussi la voix des habitants et la voix de ce territoire si singulier. Merci. Merci, je me permets, vous avez évoqué le lieu, on n'a pas cité le nom, effectivement, on remercie la ferme de J. Agier de nous accueillir aujourd'hui. Et nous terminons le premier tour de table avec vous, Anaïs Nanche. Bonjour, donc Anaïs Nanche, j'ai 51 ans, 2 enfants, je suis issue de la société civile, je suis employée dans la gestion de projets en construction. Durant la crise Covid, j'ai aussi travaillé en renfort dans la distribution bio locale. Je me suis engagée récemment en politique avec le Rassemblement national pour défendre le localisme contre le mondialisme, la justice sociale et le pouvoir d'achat, mais aussi les valeurs féministes et républicaines de la France et contre l'islamisme, à l'instar de notre représentant régional Andrea Kotarak, qui est de mère iranienne et dont le pays a été détruit par l'islamisme. Ma suppléante, Elsa Oro, est une jeune maman de 30 ans travaillant en gestion comptabilité, issue aussi de la société civile. Elle est métisse réunionnaise et nous souhaitons montrer que le Rassemblement national est ouvert à tous les Français de toutes les couleurs, contre le mensonge politicien des socialistes mondialistes, en général contre nous. Mes enfants sont également métis antillais et le Rassemblement national compte une très grande diversité de couleurs dans ses rangs, aimant la France et souhaitant la protéger. Ma suppléante a déjà été candidate à plusieurs élections précédemment sur Annecy, mais elle a subi des représailles sociales graves et a été licenciée à cause de son engagement politique suite aux dernières cantonales régionales. Donc je trouve ça très grave et très antidémocratique. Voilà. Merci pour ce premier tour de table. Place maintenant aux thématiques qui concernent directement cette deuxième circonscription de Haute-Savoie. Muriel, quel est le premier thème ? Alors le premier thème qu'on va aborder, c'est celui de la mobilité.
Évidemment, dans cette circonscription, la deuxième, c'est un thème absolument incontournable. Je citerai juste un exemple, la rive ouest du lac d'Annecy, cette rive qui est perpétuellement et complètement embouteillée, sur laquelle aujourd'hui l'agglomération du Grand Annecy porte un projet de bus à haut niveau de service en site propre intégral, qui a été récemment voté, après l'abandon du vieux projet de tunnel sous le Semnoz qui existait depuis plusieurs décennies. La question, c'est en tant que député, comment souhaitez-vous agir pour contribuer à amener les solutions nécessaires aux problèmes de déplacement sur les territoires de notre circonscription? Lionel Tardy. Bon, déjà, ce n'est pas une compétence du député, on va être clair, puisque les routes, c'est une compétence départementale. Et pour tout ce qui est transport, c'est une compétence soit du Grand Annecy, soit des intercommunalités, soit de la région. C'est pour ça qu'on précise bien qu'il s'agit de contribuer. Voilà, contribuer éventuellement sur les lois, mais en tout cas, ce n'est pas l'État qui financera la mobilité sur le département. Juste pour dire que la mobilité est un sujet important, puisque le département de la Haute-Savoie est un des départements qui a la plus forte augmentation de population par an. On était à 10 000 à peu près nouveaux habitants par an avant la crise. Aujourd'hui, on est à peu près à 6 000. Donc, ça nécessite des déplacements. En tant qu'élu local, ça a l'avantage aussi d'être élu local, puisque je participe à toutes les commissions et tous les comités de pilotage justement sur les mobilités, puisque je suis vice-président au département aux mobilités, aux routes, aux pistes cyclables. Je me suis aperçu, quand j'ai pris mes fonctions en juillet dernier, qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine, mais qu'en fait, on ne sait pas qui est responsable de quoi. Donc on a parfaitement établi les choses, on s'est réunis donc en fin d'année, l'ensemble des acteurs, les intercommunalités, le Grand Annecy et donc le département pour savoir qui faisait quoi et qui était responsable de quoi. Donc les choses ont été parfaitement fixées. Vous parliez tout à l'heure de l'infrastructure sur le bord du lac d'Annecy, la rive ouest du lac d'Annecy, la rive gauche. Donc c'est parfaitement établi dorénavant dans un comité de pilotage. La maîtrise d'ouvrage est assurée par le Grand Annecy et le département viendra en complément technique et financier sur cette infrastructure. Le contournement d'Annecy est de la responsabilité du département, donc de ma responsabilité, de terminer donc par la 3508 sud, le contournement du Grand Annecy et la 1508 nord, donc du côté des Pagny. Et le Grand Annecy a en charge également le schéma directeur cyclable, sur lequel le département apportera son financement, et également les pôles d'échange multimodaux. Donc on a enfin établi clairement les choses, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une convention, un protocole donc de travaux et de financement qui existe depuis 2016 entre l'agglomération notamment du Grand Annecy et le département, un protocole de 490 millions depuis 2016 et il y a seulement 90 millions de travaux qui ont été faits. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2016 ? On a fait la déviation de Pringy, on a fait la déviation de Poisy, on a fait l'échangeur de Gillon, on a fait la 3508 Nord qui est encore en travaux actuellement et c'est tout. Voilà. Il y a 400 millions qui doivent être investis, qui n'ont pas été faits. Donc très clairement, en tant qu'élu local, puisque là on parle d'un projet de choses locales sur la circonscription, donc en tant que vice-président du département route, vous allez voir que les choses ont fortement progressé, et notamment l'aspect cyclable, puisque chaque année, c'est 146 millions d'euros qui sont investis au niveau du département. La partie cyclable qui était à 7 millions d'euros l'an passé est passée à 18 millions d'euros cette année, et elle va encore progresser l'année prochaine de façon à faciliter les mobilités douces. Corinne Barraud. Oui, donc peut-être qu'avant de voyager, puisqu'il s'agit de mobilité, vous comparez le train et l'avion. Et peut-être même que vous ne le faites plus parce que vous êtes aperçu que le train est plus cher que l'avion. Donc ça, c'est le prix en euros, mais en carbone. Un vol aller-retour Genève-Barcelone, ça émet 330 kg de CO2 par passager, alors que notre objectif à tous, c'est de rester sous les 2 tonnes par an. Donc en fait, pour moins de 100 €, vous pouvez brûler 1/6 de votre budget carbone, ce qui doit devenir notre budget carbone à tous. Donc en train, en titre de comparaison, en train, ça serait plus de 100 fois moins. Donc il faut absolument que le train soit moins cher que l'avion. Et ça, c'est bien un enjeu national et même européen. Donc pour que le train soit moins cher que l'avion, enfin, il faut que le train soit moins cher, qu'il soit pratique, qu'il soit fiable et qu'il donne envie. Donc la mobilité de demain, c'est les modes doux et les transports en commun. Et le rail a un rôle central à jouer. Or, aujourd'hui, les investissements en France sont extrêmement faibles, ils sont misérables. Rapporté à la population, c'est 10 fois moins que la Suisse, c'est 2 fois moins que l'Allemagne. En fait, les dépenses ne sont même pas suffisantes pour maintenir le réseau.
Je pourrais vous raconter des histoires de ce qui se passe quand on veut prendre le train. Enfin, tout le monde connaît, c'est arrivé à tout le monde. Et la mise en concurrence a plutôt fait reculer le service rendu aux usagers. Donc, pour ça, les candidats NUPES sur toutes les circonscriptions de France s'engagent aujourd'hui à créer un pôle public autour d'une SNCF réunifiée et pour remettre en service les petites lignes, les lignes du quotidien, pour augmenter le nombre de trains et pour conserver les guichetiers en gare. Alors ça, c'est pour stimuler ce qui est vertueux. On peut aussi s'attaquer à ce qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc par exemple, il a été proposé de supprimer les liaisons aériennes lorsqu'il existe un trajet équivalent en train en moins de 3 heures. C'est une excellente proposition. On peut aussi, quand on veut vraiment réduire la part modale du train, de l'avion et de la voiture, arrêter d'agrandir des aéroports, de toujours construire plus de routes, d'autoroutes, de contournements et de tunnels routiers. Donc voilà ce qu'on peut faire. Du point de vue de la fiscalité, on peut aussi... je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a encore une détaxe sur le kérosène. On pourrait taxer les véhicules qui sont individuels lourds. Il y a plein de choses à faire. Pour la mobilité, il y a plein de choses à faire. C'est un sujet central quand on est écologiste. Alors vous avez parlé de la rive ouest. C'est un sujet local, mais je ne peux pas m'empêcher, comme je suis militante écologiste et que je me suis penchée de près sur ce sujet, j'interpelle à l'inverse, puisque nous, comme députés, on ne pourra rien faire, j'interpelle les citoyens pour que eux-mêmes interrogent leurs élus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tram prévu sur la rive ouest, alors que c'est une solution vertueuse, pas forcément plus chère. Allez regarder la très bonne vidéo du Grenelle sur son site, Grenelle du transport et de la qualité de l'air, qui explique par A plus B pourquoi est-ce qu'il serait bien plus intelligent, pertinent de mettre un tram qu'un bus sur la rive ouest. Merci Antoine Armand, la parole est à vous. Merci. Je partage bien sûr la préoccupation écologique qui se décline dans le territoire en termes de qualité de l'air. On parle souvent de la vallée de l'Arve quand on parle de qualité de l'air. En réalité, le bassin annécien est tout aussi pollué. C'est simplement qu'il y a moins de pics, c'est plus chronique. Donc ce dérèglement climatique, ces problèmes de pollution, ils nous touchent bien au quotidien et il faut y apporter des solutions. Alors bien sûr, mais je le comprends de la part d'une candidate communiste, on veut une nationalisation. Moi, je ne crois pas que la nationalisation résoudra le problème. Je pense que c'est un ensemble de solutions. Et ça a été en partie dit. D'abord, je crois qu'il faut, comme le gouvernement a commencé à le faire et qu'il faut le faire beaucoup plus de commerce de proximité et plus de services publics et plus de possibilités de faire du télétravail, de faire du coworking comme on dit. Parce que d'abord, c'est utile de limiter les déplacements évitables. Ensuite, il y a le développement des transports en commun. Ça a été évoqué, c'est la compétence en effet du Grand Annecy, en partie du département, je ne reviendrai pas dessus. L'idée, c'est bien de faciliter les déplacements de chacun, d'améliorer la qualité de l'air. Et puis, il y a aussi le besoin, et ça, le député peut contribuer à cela, d'accompagner les collectivités dans le financement des infrastructures. Je partage ce que disait la représentante de la candidate communiste juste avant. Il y a eu un manque d'investissement dans les infrastructures ferroviaires. C'est pour cela qu'en décembre, l'ancien Premier ministre Jean Castex a annoncé la rénovation des 9000 km de petites lignes, comme on dit, c'est-à-dire les lignes que les gens empruntent au quotidien. Par exemple, celle d'Aix-Annecy. Et donc il faut continuer ensemble à avancer sur le ferroviaire, mais avoir l'ensemble des solutions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous développez une ligne de bus, par exemple, je prends l'exemple que me citait un maire du pays d'Albi l'autre jour, une ligne de bus qui arrive jusqu'à son village. Bon, c'est bien, mais si elle passe une fois toutes les heures aux heures de pointe, personne ne va l'utiliser. Et puis, si elle arrive à un parking où il n'y a pas assez de place pour tout le monde, où on ne peut pas garer son vélo, est-ce que les gens vont avoir ce parcours qui leur permettra d'aller de chez eux à leur emploi et inversement, simplement, pratiquement? Non. Moi je crois, et comme je le crois avec la majorité présidentielle, je crois à une écologie des solutions. On ne pourra pas faire une écologie punitive qui touchera d'abord les catégories populaires. Il faut aider, accompagner, financer cette transition, mais c'est pour notre bénéfice à tous, celui de la qualité de l'air, celui de la congestion sur nos routes. Merci, je passe la parole à Catherine Pacoré. Oui, alors on parle de mobilité parce que c'est vrai que dans nos territoires, on le vit au quotidien, on a des réseaux qui sont saturés parce qu'on a une démographie effectivement qui est importante, 7000 personnes arrivent sur nos territoires chaque année, une topographie particulière aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en tant que député dans les solutions qu'on peut apporter à cette mobilité ?
D'abord, il y a des lois, il y a la loi L'Homme qui a défini qui était autorité organisatrice des mobilités. Et ça, comme ça a été évoqué précédemment, c'est d'abord porté par les collectivités territoriales. C'est porté par la région et c'est porté aussi par les agglomérations ou les communautés de communes pour le transport interurbain. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, la loi, elle fixe des grands objectifs à atteindre, fluidifier les transports, décarboner les transports, et c'est des sujets de demain, on est bien d'accord. Mais ça, c'est décliné par les collectivités territoriales aujourd'hui. C'est elles qui doivent mettre en place cela sur leur territoire. Donc moi, je crois que d'abord, il faut pouvoir donner les moyens aux collectivités d'agir. Les moyens de construire des réseaux, les moyens de développer des transports en commun, ou de développer de nouvelles formes de mobilité, d'intermobilité, comme les plateformes, notamment pour éviter l'autosolisme, c'est un vrai sujet l'autosolisme, ou encore développer une sensibilisation auprès de chacun d'entre nous pour peut-être prendre un jour le vélo, un autre jour le bus, et puis bien sûr les transports ferrés. Sur les transports ferrés, j'ai entendu beaucoup parler des petites lignes, mais sachez-le, les petites lignes, par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la région qui a mis 260 000 € entre 2016 et 2020 pour accompagner ces petites lignes. Aix-Annecy, c'est pas une petite ligne, c'est la ligne la plus fréquentée, c'est la ligne sur laquelle il y a le plus de trains par jour. Il y a 64 trains sur cette ligne Aix-Annecy. Aujourd'hui, il y a un CPER qui est en cours. Un CPER, donc c'est un contrat de plan État-région. La région est partie prenante de ce transport et fait sa part. Après, l'État aussi doit prendre sa part dans ces grands projets d'infrastructure. Et c'est vraiment les problématiques de demain. Et en tant que député, par exemple, il faudra être très attentif au projet de loi de finances et quels sont les moyens donnés aux collectivités territoriales dans leur dotation. C'est ce qui fera avancer ce sujet. Merci. Pour terminer ce tour de table sur la mobilité, la parole est à vous, Anaïs Nanche. Prenez votre micro, pardon. Oui. Je défends bien sûr le multimodal, les mobilités douces, bien sûr les pistes cyclables, qui sera aussi un atout pour le tourisme nature, si on le développe de plus en plus dans notre région, un tourisme donc estival. Je suis aussi pour la réhabilitation des voies ferrées chaque fois que c'est possible, grâce notamment à des solutions innovantes. J'avais défendu effectivement aussi le projet de tramway qui n'a pas abouti, mais il existe dans d'autres régions des mini-trains capables de s'adapter sur les anciennes voies ferrées, donc économiques, avec des navettes de 40 voyageurs et jusqu'à 3 navettes cumulables. Donc ça peut être effectivement des solutions qu'on pourrait mettre en place pour notre région, avec effectivement un audit préalable des voies existantes ou à créer. Voilà. Ensuite, pour les berges du lac d'Annecy, notamment Saint-Jean-Riault, Sevrier, etc., je propose également la création d'une vraie ligne de bateau-bus écologique, bien sûr, permettant un vrai transport en commun non coincé dans les bouchons, avec des relais au bout du lac par des lignes de cars renforcées, puisqu'effectivement on sait qu'entre Doussard et Faverges, il n'y a pas les mêmes problématiques de circulation, de voitures et donc de pollution de nos rives du lac. Toutefois, nous sommes quand même dans une région où il y a effectivement du dénivelé. Il n'est pas toujours possible de se passer de la voiture pour nos habitants, pour aller au travail notamment. C'est vrai que si une partie des habitants de classe supérieure, de classe sociale aisée peuvent s'acheter des véhicules électriques, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je suis, par rapport au programme national du Rassemblement national, je suis pour baisser les taxes sur les énergies et le carburant. Pour moi, il me semble que ça reste une mesure importante pour nos concitoyens, en attendant effectivement de développer les infrastructures qui ont pris beaucoup de retard dans cette région, il faut le dire. Voilà. Merci beaucoup. Pensez bien à parler vraiment dans votre micro pour qu'on vous entende bien. Nous passons au deuxième... Pardon. Si on ne termine pas le tour de table, la parole est à vous pour cette thématique de la mobilité, Pascal Sciabaresi.
Merci. Alors l'enjeu est d'améliorer le quotidien de nos concitoyens qui se rendent sur leur lieu de travail tous les jours et de déployer au maximum des mobilités décarbonées qui sont bonnes pour la planète. Donc je rejoins ce qu'a dit M. Armand concernant le télétravail. Il faut permettre aux entreprises d'avoir une plus grande flexibilité et de permettre aux employés de télétravailler. Ça, c'est un point qui est pour moi fondamental. J'aimerais interpeller finalement le président du conseil départemental, M. Sadier, que M. Tardy représente aujourd'hui. Il a souhaité créer une troisième voie d'autoroute entre Annecy et Genève, mais nous savons tous on sait tous ce qui va se passer véritablement avec une troisième voie. Elle va être saturée parce que tous les rapports le disent. Si vous souhaitez réagir, il faut parler dans le micro. Plus on construit de routes, plus il y a de voitures, plus il y a de pollution. Donc clairement, ça c'est une solution de notre temps, du XXe siècle. Et j'aimerais faire un petit rappel historique à propos du pont de la Caille, le nouveau pont de la Caille qui a été construit avant-guerre. Pourquoi il a été construit ce pont? Pour faire passer un tramway, pas pour y faire passer des voitures. Donc moi j'en appelle au bon sens, et puisqu'on parlait de tramway sur la rive ouest, clairement je suis d'accord avec ce qu'a dit Madame Barrault, c'est le transport qui permet le plus de limiter les émissions de gaz à effet de serre, donc déployons-le massivement. Concernant les routes départementales, j'ai eu l'occasion de me rendre à de nombreuses reprises à Alby-sur-Chéran pendant cette campagne et presque tous les habitants me le disent, ceux qui travaillent à Annecy veulent se rendre à Annecy à vélo, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que les routes départementales aujourd'hui elles sont extrêmement dangereuses, donc déployons des pistes cyclables sécurisées. La sécurité des habitants elle est indispensable. Et puis concernant les trains, Madame Pacoré, vous qui êtes conseillère régionale et qui défendez ardemment la politique de Monsieur Wauquiez, quand je vous écoute, j'ai l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais j'ai la sensation que vous ne prenez pas le train tous les jours pour vous rendre sur votre travail ou à Lyon, à la région, puisque évidemment, il faut investir massivement dans le train, rendre le train beaucoup plus accessible, moins cher que la voiture, augmenter les fréquences, doubler les voies. Il y a un énorme chantier à faire qui n'a pas été entrepris jusque-là. Il faut augmenter le nombre de navettes rabattantes entre son lieu de vie et les gares pour aller travailler par le biais de mobilité décarbonée. Ça, c'est essentiel puisque... Juste 20 petites secondes. Nous sommes un territoire de montagne et j'aimerais apporter un petit point de vigilance concernant certains projets, notamment celui d'ascenseur valléen qui est prévu dans les Aravis. Le rapport de l'ADEME le dit très clairement. Les ascenseurs valléens doivent être reliés au rail et à une gare, sinon ça ne fonctionne pas. Lionel Tardy, vous avez la possibilité de répondre. Une réponse très rapide, comme j'ai été interpellé, déjà pour préciser que la 3 voies autoroutière entre Annecy Nord et Cruseilles, c'est de la responsabilité de la REA. L'autre département n'a strictement aucune interférence sur ce dossier, qui je rappelle est une entreprise privée. Deuxième sujet quand même sur le train, parce que quelques candidats ont parlé du train. Le vrai problème en Haute-Savoie, c'est la SNCF. Ce n'est pas une question de volonté politique. Aujourd'hui, on a un département qui est quasiment en voie unique partout, c'est unique en France. Quand bien même on est prêt à financer à 100% entre le département et la région des travaux sur le réseau ferré, en fait on n'a aucune réaction et aucune réponse de la SNCF. Donc je le dis très clairement, c'est pas la peine d'engager un débat politique. On a proposé d'effacer plus de 42 passages à niveau, à plus de 10 millions d'euros pièce, aucune réponse de la SNCF. La liaison Aix-Annecy, donc pour doubler 5 km de voies pour passer non pas de 61 mais de 41 à 71 trains par jour. Le dossier n'avance pas et quand il avance, on en rajoute chaque fois 10 millions d'euros. Donc on arrive pour doubler 5 km de voies à plus de 250 millions, là où dans n'importe quel autre pays d'Europe, on fait ça pour 50 millions. Donc on a un vrai problème avec la SNCF et si je suis élu député, écoutez, on ira voir le ministre des Transports, on ira voir le patron de la SNCF et on s'expliquera parce que c'est pas normal que quand au niveau politique local, on est capable d'amener 100% des financements, les travaux n'avancent pas puisque la SNCF nous dit à chaque fois qu'ils doivent conserver la maîtrise d'ouvrage et que rien ne peut se faire sans leur autorisation. Donc on a un vrai problème avec la SNCF qui n'est pas un problème de politique locale, qui est un problème de politique nationale et ce sera aux députés de défendre ça auprès des instances. Oui. Merci. Catherine Pacoré, vous souhaitiez répondre, vous avez été interpellée également. Oui, bien sûr. Vous savez, la région fait circuler 1300 trains par jour et elle a en charge 200 000 voyageurs par jour.
La région est toujours au rendez-vous de ce transport, puisque vous savez qu'on consacre près d'1 milliard par an rien qu'au transport. Effectivement, je rejoins ce qui a été précédemment dit. C'est vrai que quand on agit, quand on décide de rénover une voie ex-Annecy, ce n'est pas que les collectivités territoriales toutes seules, ce n'est pas que la région ou le département, c'est aussi l'État et la SNCF. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos problématiques, nous on est prêts, hein. Nous l'argent, il est, si vous voulez, il est signé dans des conventions CPER. Donc aujourd'hui, ces problématiques-là, il faut qu'on les règle au niveau de la SNCF et de l'État. Et bien sûr, un député, demain, sera aussi force de, j'ai envie de dire, de liant et de propositions sur ces sujets-là qu'il faudra faire avancer peut-être en tapant sur l'épaule du ministre des Transports demain. Mais en tout cas, les collectivités ont toujours été au rendez-vous des territoires parce que les collectivités, il faut quand même savoir qu'elles s'occupent du quotidien, de la vie des gens. Et nous, ce qu'on veut, c'est faciliter ce quotidien-là. Donc, on est au rendez-vous des mobilités. Merci, on va poursuivre avec le deuxième thème de cette émission, un thème combien important également pour les habitants de cette deuxième circonscription, la problématique du logement. Si vous obtenez ce mandat de député, quelles mesures soutiendrez-vous pour aider les habitants à se loger? Et nous débutons avec vous, Corinne Barraud. Oui, j'ajoute un mot sur la mobilité, forcément. Ça boucle en fait avec... vous dites que la SNCF ne joue pas son rôle, mais c'est aussi parce qu'elle a été coupée en petits morceaux. Et c'est pour ça que NUPES veut en refaire une SNCF unifiée et 100% public. Donc on maintient ça parce que c'est ça justement qui peut répondre à cette problématique. C'est conforme aux directives européennes. Je sais que c'est conforme à votre programme qui est de désobéir aux traités européens, mais je dis simplement pour l'information de tous que c'est contraire au droit européen. Alors le droit européen, on prend tout le monde prend déjà certaines libertés avec le droit européen. On se rend compte que le pacte de stabilité avec les 60% et les 3%, finalement, c'est pas tenable dans des situations de crise comme en 2008 avec les banques, comme avec une crise comme le Covid. Donc il y a de toute façon des choses qui sont remises en question. Le terme de désobéissance a été utilisé, mais c'est une partie de la NUPES et il y a d'autres choses qui ont... En fait, il suffit d'aller regarder sur le programme NUPES qui est en ligne pour voir qu'il y a effectivement une remise en question des traités qui nous empêchent qui nuisent en fait au bien-être de la population et au projet de société qu'on veut porter. Le mot désobéissance n'est peut-être pas celui qui est le plus adapté, mais il y a beaucoup de choses à faire pour déjà au sein du Conseil de l'Europe, pour faire valoir aussi les contradictions entre nos engagements internationaux et les traités européens. Et donc c'est pas la peine de brandir le terme de désobéissance parce que de toute façon il y a beaucoup de choses qui sont possibles déjà dans les institutions. J'aimerais maintenant passer à la... C'est assez symptomatique de ce qui se passe dans cette pseudo-union, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui veut être Premier ministre sans se présenter d'ailleurs à l'élection, qui brandit sans cesse justement le terme de désobéissance, et une de ses candidates, alors même qu'elle n'est pas encore élue, qui dit déjà qu'elle ne désobéira pas. Donc c'est pour ça que je veux le dire aujourd'hui aux Savoyards, aux Savoyardes qui nous écoutent. C'est faire le choix de la NUPES, c'est faire le choix simplement d'une majorité ingouvernable, où les gens entre eux ne sont même pas d'accord. Mais si, on est parfaitement d'accord. Simplement, là, il s'agit des termes, c'est-à-dire que ce terme est brandi comme une menace et c'est pas un problème. Bon, je voudrais maintenant passer à la thématique du logement. Voilà. Donc, face à la pénurie de logements, NUPES propose de construire 200 000 logements par an. Non, 200 000 logements, excusez-moi, par an, pendant 5 ans, aux normes écologiques les plus élevées. Parce que, en fait, la rénovation thermique des bâtiments, la rénovation, elle doit se faire tout de suite de la bonne manière, parce que sinon, si vous faites par petites touches, vous perdez le bénéfice de la rénovation. Donc, pour financer ça, Nouvelle Donne propose de faire comme aux Pays-Bas, d'utiliser les 37 milliards du fonds de retraite, de réserve des retraites pour cette construction, parce que actuellement ils sont placés sur les marchés financiers et les loyers peuvent à leur tour rapporter 3,5% par an. Donc Nouvelle Donne propose depuis longtemps des mesures très concrètes pour réaliser ce projet de nouvelle société. Comme tout le monde, on prône la rénovation énergétique. Il faut dire que c'est
Ça a beaucoup d'avantages. Chez nous, c'est 700 000 logements par an. C'est très, tout le monde en parle parce qu'évidemment ça crée des emplois, c'est bon pour ça réduit la consommation énergétique, c'est bon pour le climat et pour le portefeuille du bénéficiaire. Donc c'est normal, nous ne sommes pas les seuls à promouvoir cela et il faut espérer que ça sera suivi des faits, quel que soit le gouvernement finalement en place. Bon, je vais faire court parce j'ai déjà pris beaucoup de temps. Il y a aussi des choses à dire à propos du logement sur la spéculation, Airbnb. Il y a des choses à faire pour réguler, pour limiter le nombre, pour ne pas, le nombre de jours par an et le réserver par exemple aux propriétaires occupants. Merci beaucoup Antoine Armand. La parole. Oui, merci. Je rejoins forcément sur la rénovation énergétique. Vous proposez un objectif de 700 000, ça tombe bien, on l'a atteint l'année dernière. C'est sous ce quinquennat qu'on a atteint 700 000 rénovations. Mais par contre, je rejoins aussi ce que vous avez dit juste après, qui est très important, c'est de faire des rénovations plus efficaces. Et on a souvent fait des rénovations isolées. Je pense que chacun d'entre nous, on a eu l'occasion de refaire une fenêtre, une porte, etc. Et c'est pas ce qui est le plus efficace du point de vue énergétique. Et c'est pour ça qu'à partir de 2023, on va s'attaquer aux rénovations de copropriété. Parce que quand vous refaites un immeuble dans son intégralité, ça vous coûte moins cher et c'est beaucoup plus efficace du point de vue énergétique. Donc ça doit être la priorité. C'est la priorité qui a déjà été annoncée et qui sera financée. Mais revenons un petit peu à notre circonscription sur le logement. Je pense que le constat est largement partagé, je serai assez rapide, à la fois sur le prix du foncier, mais tout simplement sur la disponibilité du foncier, qui est un enjeu pour tous les élus avec lesquels on parle régulièrement. Il y a un enjeu bien sûr d'accès à la propriété, pour les jeunes ou les moins jeunes qui souhaitent acheter, acquérir un bien et s'installer durablement sur notre territoire. Et puis il y a un enjeu locatif pour celles et ceux qui habitent dans notre département, qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété. Et il y a beaucoup de solutions qui existent, qui sont sur la table. Je dirais simplement deux choses qui méritent d'être approfondies et de passer un cap supplémentaire. Le premier, c'est sur le logement pour tous, comme on dit, sur le logement social en particulier. Il y a besoin, je crois, aujourd'hui de prioriser ce logement social, en particulier en Haute-Savoie, pour nos soignants, pour nos professeurs, pour les forces de l'ordre, dont on connaît les salaires insuffisants. Et j'insiste sur le terme insuffisant. C'est pour ça que dès cet été, le point d'indice des fonctionnaires sera dégelé pour reprendre le niveau de l'inflation et éviter ce qui s'est passé malheureusement, il faut l'assumer, pendant des années, une perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et c'est encore plus fort en Haute-Savoie, où le coût de la vie et la proximité de la Suisse font que pour quelqu'un qui gagne 1200, 1300, 1500 euros et qui pourtant s'engage dans le service public à nos côtés, est tout simplement inabordable. Donc je pense qu'il faudra prioriser en particulier envers ces personnes qui font tourner notre département finalement. Mais il y a aussi le logement intermédiaire. Parce que quand vous sortez des critères du logement social, d'une certaine manière, vous avez moins de dispositifs. Et pour ça, il y a tout un tas d'aides possibles. En Haute-Savoie, le gouvernement a revu une partie du zonage des communes, par exemple la CLUSA. Et ça permet d'avoir d'autres dispositifs, des dispositifs qui permettent d'accompagner l'achat d'une nouvelle résidence, des dispositifs qui permettent à un propriétaire de louer moins cher que le prix du marché, et en échange de payer moins d'impôts. Bref, des dispositifs vertueux. Même si je rejoins aussi ce que vous avez dit, madame, sur le besoin de réguler les résidences secondaires. Et là, ici, je salue ma suppléante Danielle Carteron, qui est la première adjointe de Saint-Jean-de-Sixte et qui est spécialiste de ces questions-là, et avec laquelle j'ai l'occasion de discuter régulièrement, et avec laquelle, d'ailleurs, si je suis élu, je construirai cette défense de l'habitat permanent, en particulier dans nos territoires de montagne, en particulier dans ces territoires, qui sont, certains maires nous l'ont dit encore récemment, très inquiets à l'idée qu'il y ait une forme de désertification, que l'âme de ces stations-villages se perde peu à peu. Donc il faudra engager cette réflexion. Il y a déjà des lois qui existent pour réguler ces plateformes. Il y a un enjeu de la faire respecter, de faire tout simplement s'enregistrer tous les propriétaires qui louent ces types de plateformes, puisque c'est la loi. Et puis peut-être aussi de réguler dans la construction, par de nouveaux mécanismes, la possibilité d'avoir une résidence secondaire dans telle ou telle commune qui est déjà à plus de 80% de résidences secondaires. Merci. Catherine Pacoré, la parole est à vous. Donc quand on vit dans ces territoires, effectivement, on se rend compte que la problématique logement est une des problématiques numéro 1 du fait du coût prohibitif aujourd'hui du foncier et des logements. Donc l'idée, c'est de savoir comment on va faire sur nos territoires pour que les classes moyennes et les classes populaires puissent continuer à habiter nos territoires là où ils travaillent dans nos services et dans nos entreprises. Alors il faut être bien sûr attentif au parcours résidentiel. Le parcours résidentiel va donc du logement social jusqu'à l'habitat privé. Sur le logement social,
il faudra peut-être que sur ces territoires-là, on arrête de bloquer certains permis de construire. Parce que quand on fait du logement, on fait aussi du logement social. Alors, ensuite, sur le logement intermédiaire, il y a plusieurs dispositifs qu'on peut renforcer. Bien sûr, ça a été évoqué précédemment, mais les bails réels solidaires aussi sont aussi, les baux réels solidaires sont aussi des solutions pour les communes pour que des investisseurs puissent construire des logements avec des loyers qui sont encadrés. Et puis sur le zonage Pinel, bien sûr que le zonage Pinel est un outil très intéressant. Alors il ne faut pas le faire 2 mois avant une élection, le zonage Pinel. Il ne faut pas le faire en février 2022 pour une élection qui a lieu 2 mois après. Le zonage Pinel, il se défend tout le temps, toute l'année. Alors bien sûr, Grand Bornand, La Clusaz, Manigot ont accédé à ce zonage Pinel, mais il faudra demain que d'autres communes sur nos territoires puissent en bénéficier. Et puis bien sûr, on a parlé de rénovation thermique. La rénovation thermique, c'est ce qui permet aussi aux personnes qui habitent ces logements d'avoir un reste à vivre. Parce que quand vous faites de la rénovation thermique, vous payez moins cher les fluides, moins cher le gaz, l'électricité. Et c'est aussi un sujet de demain qu'il faudra défendre. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Anaïs Nanche, nous vous écoutons donc bien dans le micro. Oui, alors concernant le logement, je suis effectivement pour la rénovation thermique des bâtiments qui permet de réduire la facture énergie des familles. Je suis aussi pour des programmes d'accession sociale à la propriété, puisqu'effectivement c'est le petit capital qui permet la base de sécurité des foyers. Et aussi parce que les propriétaires du coup sont plus concernés par leur résidence. Ensuite, effectivement, nous sommes pour rappeler le principe de priorité nationale de l'accès aux logements sociaux. Il faut savoir que, moi je vois à Biocop simplement où je travaillais effectivement, il y a 3 jeunes qui ont dû partir parce que leur colocation s'est arrêtée ou le propriétaire a repris le logement et ils sont repartis dans leur famille parce qu'effectivement avec un SMIC c'est insuffisant et ils ne sont pas prioritaires, on leur dit qu'ils ne sont jamais prioritaires au logement social. C'est valable aussi pour des familles monoparentales, des mères avec enfants. Qui se retrouvent effectivement à vivre dans des situations inconfortables, 3, 5, 10 ans dans leur famille, hébergées dans leur famille avec leurs enfants, parce que là encore, on leur dit qu'elles ne sont jamais prioritaires. Et pourtant, moi, je connais une qui fait ses demandes à Chavano, Sénaux, donc ce n'est pas des zones où il n'y a pas du tout de logements sociaux. Idem nos SDF, parce que c'est vrai qu'on les voit, moi j'en vois, c'est vrai qu'ils restent 5 ans et plus, des très jeunes qui sont souvent avec des difficultés sociales importantes quand on discute avec eux. Donc ils ne sont jamais prioritaires non plus. On leur dit de s'en sortir en trouvant un travail sans logement. Bon, je ne sais pas comment on fait. Donc effectivement, on donne la priorité dans les foyers de travailleurs aux travailleurs étrangers avec des loyers à 20 € quand ils ne travaillent pas et 200 € quand ils travaillent. Je pense qu'effectivement, on pourrait en faire bénéficier aussi nos travailleurs français au SMIC et puis bien sûr les SDF qui sont dans les rues d'Annecy et qui restent très très longtemps, y compris des jeunes femmes qui sont obligées de vivre en forêt si vous discutez avec elles pour éviter de se faire agresser régulièrement. Et c'est aussi des pupilles d'État. Donc je trouve ça très grave effectivement qu'on prenne si peu en compte nos pauvres. Voilà. Idem pour les logements étudiants en général. Moi, effectivement, ma fille est étudiante, donc aussi on voit que des Guyanais et autres gens des dom-toms qui arrivent pour faire leurs études en France métropole sont très mal accueillis, ne sont jamais non plus prioritaires. Ils sont traités comme des Français, donc ils ne sont pas prioritaires au logement étudiant et ils se retrouvent souvent à louer des logements insalubres et à travailler dans des Uber Eats, etc. Donc, bel accueil également pour nos dom-tomiens. Voilà. Merci. Et puis, je voulais simplement rajouter également qu'effectivement, comment dire, c'est vrai par rapport au système, aux propositions des NUPS et mélenchonistes, on ouvre grand les robinets, on donne de l'argent à tout le monde. Alors effectivement, ça a permis d'avoir eu beaucoup de votes, mais c'est aussi une manière de détruire le système social français
qui est une exception quand même, on regarde dans le monde, hein, je veux dire, qui est à préserver, à protéger. Et nous, au Rassemblement national, nous souhaitons protéger ce système social spécifique. En faire bénéficier aussi les gens qui aiment la France et qui souhaitent la préserver. Voilà. Merci. La parole est à vous, Pascal Sciabarasi. Oui, beaucoup de choses ont été dites sur le logement, mais je dirais que les enjeux majeurs, c'est d'en faciliter leur accès et surtout promouvoir aussi la qualité du logement. Donc bien sûr, il faut construire plus de logements sociaux, il faut encadrer les loyers, il faut également mieux construire et promouvoir notamment la filière bois. Il faut jouer sur la verticalité parce que se pose aussi la question de l'artificialisation des sols. Concernant les fonctionnaires, il faut également mettre en place l'indemnité de résidence administrative. Alors, Monsieur Armand, j'aimerais beaucoup vous croire concernant les promesses adressées aux enseignants notamment, mais après ce qu'ils ont subi pendant 5 ans, ça va être compliqué, je pense, de les convaincre. Et puis, j'aimerais partir d'un constat. Saviez-vous que Annecy est la ville la plus rentable en termes de location Airbnb, avec des nuitées qui tournent autour de 150 € par nuit. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de propriétaires achètent de petits appartements, des T2. Quand on connaît les problèmes de logement que nous connaissons sur notre bassin de vie, c'est un énorme problème. À cela, je rajouterai un autre chiffre à Douin, qui est juste à côté d'ici. 40% des résidences sont des résidences secondaires. Donc moi, ce que je propose, parce qu'il faut répondre concrètement à ce problème de logement, c'est la mise en place d'une taxe de non-habitation. Pour tout propriétaire qui laisse un logement vacant pendant au moins une durée de 2 mois, il faut agir sur la taxation. À propos de Airbnb, il faut également bien sûr limiter les courts séjours. Alors ce que j'appelle court séjour, c'est 1 ou 2 nuits. Et il faut contraindre véritablement les promoteurs à ne plus construire des T2 en masse, mais construire des logements plus grands. Je pense notamment à des T4, parce que ce sont les familles qui peinent énormément à se loger dans notre bassin de vie. Donc nous avons un levier pour le faire, c'est limiter la hausse du prix du foncier. Voilà, ça c'est pour moi le levier majeur. On doit cesser de vendre des logements neufs avec de la fiscalité intéressante. Ce que l'on doit faire au contraire, c'est inciter à l'achat de l'ancien, promouvoir la rénovation énergétique, et se trouve justement que c'est un secteur qui va être énormément créateur d'emplois. Donc c'est beau aussi pour notre économie. Merci. Et pour ce tour de table, nous terminons avec vous, Lionel Tardy. Oui, très clairement, la politique du logement n'a pas été la priorité de ce quinquennat, puisqu'il y a aujourd'hui de nombreux freins à l'accession à la propriété. Faut le savoir, la part des ménages propriétaires n'a pas augmenté au cours du quinquennat. Les prêts à taux zéro étaient limités, leur suppression est prévue fin 2023. On a aujourd'hui la plus faible augmentation du nombre de logements depuis 40 ans. L'objectif de 80 000 nouveaux logements étudiants n'a pas été tenu. Et puis enfin, la majorité a supprimé les APL accession qui permettaient aux ménages modestes de bénéficier d'une aide à l'achat. Donc il faut revoir les choses et il faut qu'il y ait une politique du logement qui soit beaucoup plus dynamique sur ce quinquennat. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on a un département extrêmement dynamique qui nécessite des déplacements, les mobilités, on en a parlé, qui nécessite des logements. Encore une fois, c'est un sujet, on a beaucoup d'acteurs comme pour les mobilités, donc là aussi, il faut savoir qui fait quoi. Et moi, je pense que le meilleur échelon pour gérer la compétence logement, c'est l'intercommunalité. Aujourd'hui, des PLU, des PLUI se mettent en place. C'est le meilleur outil et il faut que l'intercommunalité soit la collectivité qui gère cette problématique du logement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est député, il faut faire en sorte de généraliser les baux réels solidaires, autant qu'on peut. Il faut simplifier le code de l'urbanisme. On a un vrai problème avec le code de l'urbanisme. Aujourd'hui, on met énormément de temps pour pouvoir construire parce qu'on a des règles qui sont absolument drastiques. Il faut généraliser, comme je l'ai dit, les prêts à taux zéro. Il faut développer les logements intermédiaires. Il faut activer la requalification des centres-villes et des centres-bourgs. Il faut une défiscalisation spécifique donc pour réhabiliter les logements. Il faut de la rénovation énergétique. Et tout ça aussi, il faut le payer. Beaucoup de candidats ont parlé des logements sociaux, les logements intermédiaires. Donc à partir du moment où c'est moins cher, qu'on demande moins d'argent à la personne qui va occuper le logement, c'est en face aux collectivités de payer la part qui reste. Donc pour payer cette part qui reste, on est en train de négocier avec la Suisse et de leur demander un petit peu plus d'efforts.
parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 90 000 frontaliers sur le département, qui font qu'on a un coût du logement qui grimpe en flèche, et c'est pas fini, puisque encore une fois, on a du mal à produire des logements, notamment sur Annecy. Donc ce phénomène va faire que s'amplifier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a 90 000 frontaliers qui vont travailler tous les jours en Suisse, qui génèrent 10 milliards de revenus sur la Suisse, et le département en touche 3,5%, c'est-à-dire à peu près 300 millions. Donc on souhaite revoir les choses, parce qu'en face, nous, on a toutes les infrastructures à construire, les routes, les gymnases, les écoles, les collèges, les lycées, les logements, le logement. Donc on souhaite qu'il y ait une participation plus importante de la part de la Suisse pour permettre justement aux Haute-Savoie de se loger décemment, parce qu'aujourd'hui, une personne qui travaille sur Annecy, elle est en concurrence directe avec les frontaliers, et aujourd'hui, une personne qui vit et travaille sur le bassin annécien ne trouve pas à se loger parce qu'elle est en concurrence déloyale avec des personnes qui travaillent en Suisse. Donc il faut absolument qu'on trouve des solutions, et parmi ces solutions, on souhaite que l'État helvète participe davantage au financement des logements, notamment des financements des logements sociaux. Merci, nous allons passer à la dernière thématique déjà. Muriel, quel est ce thème pour terminer ? Alors, la dernière thématique, c'est celle de la montagne. La deuxième circonscription, ce sont aussi des territoires de montagne et des stations, le Semnoz, la Clusaz, le Grand Bornand notamment. Ces territoires sont au cœur d'enjeux forts, parfois contradictoires, et parfois polémiques aussi, comme on a pu le voir récemment. Il y a le développement économique, le tourisme, le maintien de l'agriculture et la préservation des espaces naturels. Et la question qu'on va vous poser, c'est... En tant que député, quelles seront les positions que vous défendrez à l'Assemblée nationale sur la montagne ? Antoine Armand, c'est vous qui débutez. Oui, merci. Vous avez très bien posé tous les sujets de la préservation de ce qui est finalement notre patrimoine naturel, notre patrimoine culturel, parce que nos territoires de montagne, il s'agit bien sûr d'un environnement extraordinaire, mais aussi d'une culture. Et donc, la meilleure manière de préserver et d'accompagner la transition qui est nécessaire, vu ce qui va se passer dans les années à venir en termes de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, c'est bien de soutenir et d'accompagner ceux qui portent cette culture, ceux qui font vivre ce patrimoine. Ça commence par les habitants. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai pu dire sur les commerces et les services de proximité. C'est le précédent gouvernement qui a permis la mise en place d'un espace France Service à Thônes, de manière à ce que tous les habitants de la vallée n'aient pas à descendre jusqu'à Annecy pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des démarches administratives. C'est un progrès. Il faut aller plus loin, probablement envisager par exemple une antenne dans une autre commune de la vallée. C'est aussi accompagner les commerces de proximité. Ce gouvernement s'est engagé et s'engagera plus fort dans ce qu'on appelle le programme des petites villes de demain. C'est permettre, ça a été dit précédemment, à des communes où on veut avoir plus d'habitat permanent, et bien d'avoir à disposition des petits commerces, des endroits où on peut faire ses courses de tous les jours et donc de limiter les déplacements. C'est soutenir aussi les agriculteurs et les éleveurs en particulier dans la vallée. Le gouvernement a fait un certain nombre de choix et d'avancées, en particulier je pense aux petites retraites des agriculteurs, mais je pense qu'il ne faut pas s'en cacher aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. C'est une partie de notre identité au Savoyarde, et donc il faut aller beaucoup plus loin pour les agriculteurs, et en particulier pour nos éleveurs dans nos territoires de montagne, sur toute la chaîne. Ça commence par l'installation des jeunes agriculteurs, les aider, pas seulement financièrement, mais aussi dans les démarches administratives qui sont encore beaucoup trop lourdes. C'est aussi les accompagner à la fin dans la transmission de ces exploitations, dans la préservation du foncier agricole, dans la préservation des alpages. Et ça passe bien sûr par les collectivités locales qui méritent d'être encore plus accompagnées. Et puis, il y a enfin, bien sûr, tous ceux qui font vivre notre tourisme de montagne, ce tourisme dont on sait tous, et les élus locaux qui sont en responsabilité et qui font un travail sérieux, qui le savent le premier, qui vont être amenés à évoluer. Et pour ça, le gouvernement a commencé à s'engager, mais à nouveau, en tant que député, je demanderai à ce qu'on aille beaucoup plus loin sur ce qu'on a appelé le plan Avenir Montagne. Le plan Avenir Montagne, c'est des millions d'euros aux collectivités, aux professionnels, pour faire la transition. C'est-à-dire diversifier nos activités. On l'a vu pendant le Covid, on a pu avoir de nouvelles activités qui n'étaient pas celles qu'on ne pourra plus avoir dans 20, 30 ou 40 ans, peu importe. C'est accompagner les professionnels dans la reconversion, c'est préserver nos emplois et préserver aussi, il faut le dire, l'attractivité de ces magnifiques stations-villages en hiver, mais bien sûr aussi en été, tout en, je ne reviendrai pas dessus, régulant davantage, parce que si vous n'avez plus d'habitat permanent, si vous n'avez plus d'agriculteurs dans la vallée des Aravis, vous avez tout simplement plus de vallée des Aravis telle qu'on la connaît et telle qu'on l'aime. Merci. Catherine Pacoré, nous vous écoutons.
Alors, territoire de montagne, oui. Mais territoire de montagne, je voudrais rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont aménagé ces territoires de montagne. Parce que l'organisation de ce territoire de montagne, il est singulier. C'est des stations-villages, comme ça a été dit précédemment, et c'est aussi de l'agriculture et la préservation d'un cadre de vie assez exceptionnel. Donc, ces stations-villages, il faut bien sûr... elles ont fourni en fait à nos territoires des emplois non délocalisables. Donc c'est de l'économie à travers bien sûr le tourisme et différentes activités, que ce soit le ski, mais aussi je pense au vélo, la randonnée. Et puis c'est de l'économie à travers une agriculture de qualité, des AOC, des IGP, qui aujourd'hui sont aussi en circuit court et bénéficient de toute cette attractivité qui a été faite autour de ces stations villages. Donc demain, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'en tant que député, il faudra être très attentif à toutes les mesures qui permettent de maintenir notre agriculture de qualité sur nos territoires, qui sera aussi notre souveraineté alimentaire de demain. Donc les soutenir comment ? Eh bien, être attentif notamment au renouvellement des générations, puisque 200 000 agriculteurs dans les 10 ans partiront en retraite sur l'ensemble du territoire national et un certain nombre dans nos territoires. Être attentif aussi, je crois, aux enjeux sanitaires de ces territoires. On a parlé très récemment de la problématique de la brucellose, mais il faudra être au rendez-vous aussi pour que nos agriculteurs n'aient pas à abattre des troupeaux entiers de 220 vaches parce qu'il y a un cas de brucellose. Et puis, bien sûr, attentif aux mesures de formation de nos agriculteurs, et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui avec l'Alpage École de Sulens. Et ça, il faut aussi des investissements d'État dans ce genre de dispositifs qui permettent le maintien de ces activités qui sont l'identité de nos territoires, qui sont aussi le pastoralisme qui maintient des paysages ouverts et des paysages qui font l'identité des Aravis, l'identité de la Haute-Savoie. Et bien sûr, attentif à la transition écologique, mais j'ai envie de dire, les élus locaux, les élus de ces territoires, ils connaissent leur territoire et faisons-leur confiance et apportons-leur les moyens de faire cette transition écologique. Merci Anaïs Nanche, c'est à vous. Alors effectivement, le réchauffement climatique est une réalité dans nos montagnes et l'enneigement chaque année diminue. Moi, je ne suis pas opposée à la création de réservoirs d'eau pour les canons à neige, qui perdure une économie de ski qui est nécessaire pour l'instant, d'autant que ces installations pourront à l'avenir servir à d'autres usages. Plus généralement, nous sommes pour le localisme, donc favoriser effectivement l'installation de nouveaux agriculteurs, maraîchers, éleveurs également, et préparer la transition écologique. Aussi favoriser effectivement la permaculture pour tous, peut-être dans les écoles déjà. Commencer effectivement à former les enfants, l'esprit des enfants, à les ouvrir vers effectivement plus sur la nature, sur l'agriculture, enfin la permaculture, la culture, le lien avec la nature. Puisqu'effectivement, ça commence dès tout petit, quoi, cette sensibilité, plutôt qu'effectivement contre une culture un peu trop bling-bling, peut-être. Voilà. C'est aussi en favorisant effectivement dans les marchés publics, à chaque fois que l'on peut, les produits locaux, de filières françaises et de filières locales, du coup. Dans les cantines, il faut rappeler que 80% de la viande est importée aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, on pourrait peut-être favoriser cette filière, enfin nos filières à nous. Voilà. Voilà. Merci beaucoup et je passe la parole à Pascal Sciabarasi sur cette thématique. Oui, je pense qu'il faut définitivement intégrer que nous ne sommes plus au XXe siècle, que nous sommes au XXIe siècle. Les temps ont changé. À l'époque, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Je sais, c'est triste. Il faut définitivement l'intégrer. Donc se pose véritablement la question de l'avenir que nous voulons pour la montagne. Et je crois que le temps est venu de cesser d'aménager la montagne. Le temps est venu enfin de la
ménager, de la protéger. Alors pour répondre à ce que disait monsieur Armand, oui bien sûr on souhaite préserver les emplois, mais bien évidemment, mais il faut cesser de conforter le tourisme d'hiver. Et ce que nous devons faire, c'est accompagner les acteurs économiques dans la transition une fois pour toutes, parce qu'en 2018, c'est ce qu'a dit le rapport de la Cour des comptes, je cite, « Il faut urgemment changer la politique du tout-ski et il faut enfin avoir l'honnêteté de dire à nos jeunes qui veulent être moniteurs de ski toute leur vie que ça ne sera pas possible, tout simplement. » Donc ce qui se joue avant tout, c'est notre ressource en eau, et vous savez à quel point moi je parle de ces projets sur le plateau de Beauregard ou sur le Semnos, parce que ce sont des projets fous de pomper de l'eau comme cela pour alimenter les canons à neige, fournir de la neige artificielle, créer des retenues collinaires pour des activités récréatives, pour promouvoir le tout-ski qui détruisent finalement notre biodiversité, la vie piscicole. Alors bien sûr, l'eau elle est fondamentale et nous devons en priorité l'utiliser pour nos agriculteurs. Il faut soutenir évidemment l'agropastoralisme. Il faut préserver nos terres agricoles et finalement la montagne, nous devons la soutenir toute l'année. Nous devons soutenir un tourisme responsable et c'est un constat, la politique du tout-ski, c'est un échec puisqu'elle fait fuir nos habitants. On parlait de logement tout à l'heure et c'est fou, au col de la Croix-Frie, on construit des hôtels de luxe, des hôtels 4 étoiles quand on n'arrive plus à se loger. Donc moi ce que je propose, c'est un moratoire de l'habitat en montagne. Et puis alors il y a certains de mes opposants qui me disent mais cette année il a énormément neigé, donc finalement le tout-ski va permettre de financer la transition. Non, encore une fois on entend ce discours, il faut attendre, il faut attendre. Non, on ne peut plus attendre. Donc cet argent qui a beaucoup rapporté cette année, pourquoi nous allons l'utiliser, pour quel type de projet, quel est le business plan qu'il y a derrière? Moi j'aimerais vraiment avoir des réponses à toutes ces questions, parce que moi en tant que futur député, ce que je peux vous garantir, c'est que je ne soutiendrai absolument pas des projets qui sont fortement émetteurs en effet de serre. Merci Lionel Tardy. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Il est clair qu'il faut tout mettre en œuvre pour soutenir et préserver nos territoires de montagne et notamment la ruralité. Parce que souvent quand on parle de territoire de montagne, on parle de ruralité. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Les éléments supplémentaires que je pourrais rajouter, c'est que la première chose, c'est de favoriser le maintien des populations locales. C'est aider au logement des saisonniers, qui est un sujet important. C'est soutenir les projets de commerce multiservices de proximité. C'est soutenir aussi, ça n'a pas été dit, mais la vie associative. Dans les villages, c'est un facteur de lien social qui est très important. Multiplier les tiers-lieux, les espaces de travail partagés, de production locale, de recyclage. Favoriser l'ouverture de maisons de services publics, c'est important. Résorber les dernières zones blanches. On a encore des zones blanches sur la circonscription, donc sur lesquelles il faut apporter des solutions. Accélérer le déploiement du très haut débit pour permettre aux populations aussi de se maintenir dans ces territoires de montagne. Et enfin, lutter contre les déserts médicaux. Donc c'est des sujets qui sont très importants, sur lesquels on peut rajouter, favoriser le tourisme 4 saisons. Tout le monde est conscient qu'aujourd'hui le tout-ski n'est plus une solution, donc il faut favoriser le tourisme 4 saisons, donc développer des activités 4 saisons comme le font un certain nombre de stations, et puis enfin favoriser les mobilités vers les territoires de montagne. Donc ça aussi on l'a parlé tout à l'heure en termes de mobilité, donc voilà pour moi les sujets qui sont importants, puisqu'encore une fois le tourisme et l'agriculture, les autres candidats en ont parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, sont deux secteurs qui sont majeurs pour nos territoires de montagne. Nous terminons avec vous, Corinne Barraud. Eh bien, je remercie Pascal. Nous sommes parfaitement d'accord. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. De toute façon, c'est pas étonnant parce que nous avons milité ensemble. Donc, et notamment, je le remercie d'avoir insisté sur les enjeux de l'eau, parce qu'il y a en ce moment des projets qui sont vraiment suicidaires. C'est-à-dire qu'on a déjà des problèmes de sécheresse et des problèmes niveau d'eau en période d'étiage, donc c'est absolument criminel d'utiliser l'eau pour une activité en fin de vie. Enfin voilà, c'est pour un secteur qui doit se renouveler comme on l'a dit. Alors je vais ajouter quelque chose sur l'agriculture, parce que NUPES propose d'aller se diriger résolument vers une souveraineté alimentaire,
qui n'est pas atteinte, on le sait bien. Une agriculture écologique et paysanne. Il y a 300 000 emplois agricoles à créer et il faut absolument réorienter les aides de la PAC. C'est-à-dire que la politique agricole commune de l'Union européenne, aujourd'hui, c'est des sommes considérables qui vont enfin pas aux bons destinataires. Donc il faut absolument réviser ça avec nos autres partenaires européens. Il faut, pour protéger les agriculteurs, on peut aussi maîtriser les marges de la grande distribution, parce qu'il y a un rapport de force qui est clairement en la défaveur des agriculteurs. Et pour les agriculteurs qui souhaitent passer entièrement au bio, on peut créer une caisse de défaisance de leurs dettes. Parce qu'ici, il y a tellement de suicides d'agriculteurs, c'est parfois parce qu'ils sont acculés, ils sont dans un système qui les pousse à toujours s'équiper davantage, à s'endetter, et il faut les aider à sortir de là. Voilà, si je peux encore parler d'une chose, c'est que la montagne, c'est plus qu'ailleurs, est exposée au dérèglement climatique. Et donc, le Nouvelle Donne propose, pour financer les nombreuses actions qui sont nécessaires pour la bifurcation écologique, un pacte finance-climat. C'est très simple de trouver ça en ligne aussi, vous cherchez pacte finance-climat ou agir pour le climat. Ce sont en gros deux composantes. C'est à peu près utiliser les mêmes outils que ce qui a été utilisé pour sauver les banques en 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, on avait une urgence qui était de sauver les banques parce qu'elles sont en position de force, elles sont en position de faire un chantage sur le reste de la population en disant si nous on tombe, tout le monde tombe. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être résolu en un clin d'œil et sans que ça coûte rien, en séparant les banques d'État, les banques privées et les banques de dépôt et les banques d'affaires. Donc je ne comprends pas que ce ne soit pas encore fait. C'est quelque chose qui est très facile, sur lequel plein de personnes sont d'accord, mais voilà, ça c'est pour éviter d'avoir une nouvelle crise financière qui touche la population. Bon, à l'époque, on a mis donc des moyens pour sauver les banques. On peut utiliser le même genre de moyens pour sauver nos conditions de vie sur cette terre, qui sont, en gros, je vous fais bref, vous verrez sur Internet, deux composantes pour financer. Il y a un fonds européen et climat biodiversité qui représente 100 milliards d'euros par an pour l'ensemble des pays signataires du traité. Le traité est prêt à être signé. Et une banque du climat qui serait issue de la Banque européenne d'investissement, qui est aujourd'hui déjà compétente pour reconnaître les investissements véritablement verts et qui serait complétée avec la participation des différents pays signataires et qui prêterait à taux zéro jusqu'à 2% du PIB de chaque pays. Et pour la France, ça représenterait 45 milliards d'euros par an pour cette bifurcation écologique. Merci beaucoup. Nous allons passer au dernier tour de table pour permettre à chacun de vous de conclure en quelques mots cette discussion. Et la parole est à vous, Catherine Pacoré. Eh bien, dire aux électrices et électeurs de cette deuxième circonscription que je suis une femme engagée sur ce terrain de la deuxième circonscription, puisque je vis à Annecy. Je vis dans la commune déléguée de Crangevrier. Je suis une conseillère régionale depuis 7 ans qui sillonne ces territoires, ces 40 communes, des Aravis en passant par Faverges, le pays d'Alvis, la rive ouest du lac et bien sûr cette zone urbaine Annecy, Cran et Sénaux. Je suis une élue qui est allée à la rencontre des associations, des entreprises, des habitantes et des habitantes de ce territoire et que je suis la candidate du centre droit. Ça a été dit en introduction tout à l'heure, mais cette famille politique qui a porté sur cette terre centriste de grands hommes politiques. Je suis par ailleurs soutenue dans cette candidature par Jean-Paul Amoudry, mais aussi Loïc Hervé, le sénateur Loïc Hervé, avec qui j'ai été candidate au sénatorial. Je suis une femme d'expérience et par ailleurs loyale, engagée, et je serai toujours à l'écoute des personnes qui viendront à ma rencontre pour porter leur voix à l'Assemblée nationale, si bien sûr toutefois les électeurs me faisaient cet honneur et cette confiance. Je serai fidèle et engagée. Je vous remercie. Merci à vous, Anaïs Nange. Alors en conclusion, je souhaite rappeler que au Rassemblement national, nous sommes fermes sur certaines positions. Si vous élisez des macronistes à l'Assemblée nationale,
Nous retrouverons bientôt le pass vaccinal, la vaccination irresponsable de nos enfants et de nos jeunes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les médecins d'Haute-Savoie, nous aussi, mais d'autres médecins en France, alertent de plus en plus sur des troubles importants des règles chez les jeunes filles et de cas de lupus. Donc c'est une maladie très grave qui attaque le système immunitaire avec seulement 2 ou 3 doses. Effectivement, moi je pense qu'on doit protéger nos enfants et nos jeunes contre cette vaccination totalement irresponsable. On doit retrouver la liberté pour nos médecins de nous soigner avec les traitements anti-Covid existants, l'hydroxychloroquine, le zinc, la vitamine C et D, qui ont été utilisés depuis 2020 en Allemagne et aussi en Suisse, chez notre voisin. Donc, ce qui permet effectivement de désengorger les services réa, ce qui aurait permis d'éviter une dette pharaonique, donc avec une économie qui aurait été préservée, au ralenti mais préservée, et surtout de soigner sans vacciner. Voilà. Et enfin, nous sommes pour la réhabilitation de nos soignants non vaccinés. Pour toutes ces raisons également, retrouvons le droit de soigner notre population. Merci Anaïs Nanche pour la conclusion. Je passe la parole à Pascal Siabarazi. Je pense que vous en êtes tous rendus compte sur cette circonscription. Les enjeux, ils sont résolument écologique. On ne fait que parler d'écologie et je suis bien placé pour en parler vu que je vis à Annecy qui subit de plein fouet notamment les problèmes de pollution et face à Emmanuel Macron finalement l'enjeu il est là, c'est forcer Emmanuel Macron dans les 5 prochaines années à faire de l'écologie ce qu'il n'a pas du tout fait lors de son précédent mandat. Donc je suis le candidat écologiste de cette circonscription et ma priorité absolue, c'est de lutter contre le dérèglement climatique et ça passe par l'enjeu numéro 1, la baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre parce qu'elles provoquent pas moins de 400 morts par an sur le bassin annécien. Et moi je trouve qu'ici personne autour de cette table n'a un programme suffisamment ambitieux pour atteindre cet objectif de baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre, ni M. Armand qui est comme il le dit le candidat d'Emmanuel Macron qui a désigné Madame de Montchalin ministre de la Transition écologique. Voilà, on n'attend concrètement rien du tout et qui n'a pas été à la hauteur des enjeux. On l'a vu au sortir du premier confinement. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron par exemple? C'est soutenir énormément le secteur aéronautique qui est le pire du pire. Ni M. Tardy, qui finalement était 2 fois député, qui a eu l'occasion d'agir pour le climat, qui ne l'a pas fait, et qui en tant que conseiller départemental avec Martial Sadier prône la politique du tout routier qui est délétère, ni Madame Pacoré, qui est un soutien fervent de M. Wauquiez, qui est tout sauf écologiste, on l'a vu notamment par rapport à sa politique du ferroviaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général, c'est ce pourquoi je me suis engagé. Je ne suis sous aucune influence, je ne souhaite pas faire carrière en politique, ce que je souhaite c'est agir et le GIEC l'a dit, nous avons 3 ans pour le faire. Alors cette élection pour moi est l'ultime occasion de porter à l'Assemblée un jeune, un peu de jeunesse fera beaucoup de bien aussi à l'Assemblée, un jeune député qui est proche de son territoire et de ses habitants. Merci. Lionel Tardy, la parole est à vous pour cette conclusion. Oui, juste pour dire que ces élections des 12 et 19 juin, c'est une élection importante. C'est pas un jeu où on s'improvise candidat un mois avant l'élection, comme c'est le cas du candidat officiel En Marche, nommé officiellement. Nous, on est candidat sans avoir besoin d'investiture parce qu'on est sur le territoire, on est ancré sur le territoire. Je crois que c'est important. Quand vous avez des candidats qui arrivent un mois avant l'élection, qui s'improvisent spécialistes de la 2e circonscription, qui en fait, si vous leur faites un quiz, une question pour les champions, seraient incapables de répondre à 3/4 des questions, il faut vraiment se poser des problèmes de fonctionnement. Donc, on l'a vu à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai discuté lors d'aller-retour sur Paris, la dernière fois lors du Salon de l'Agriculture. J'ai discuté avec mes collègues députés en place qui m'ont dit, Lionel, écoute, l'Assemblée nationale, là, depuis 2017, on est passé de la Ligue des champions au national. On est passé de la Ligue des champions au national. Je suis le seul dans mes documents de campagne à parler d'une Assemblée nationale utile et dire tout ce qu'il faut remettre en place à l'Assemblée nationale pour que ça fonctionne. Pourquoi on en est arrivé là?
Très simplement, il y a eu une vague Macron en 2017, dont j'ai fait partie. J'ai été battu en 2017 par une députée parfaitement inconnue, d'ailleurs que certains maires attendent toujours de rencontrer, avec un certain nombre d'élus qui toutefois n'avaient aucun ancrage local, aucune expérience, aucune connaissance de leur circonscription. C'est exactement la même chose pour le candidat En Marche cette fois-ci. Leur seul argument, c'était de mettre en suppléant Macron et non pas Carteron, mais de mettre le président de la République avec eux pour se faire connaître, sinon ils n'ont aucune notoriété. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 577 députés, dont un certain nombre de la majorité, complètement néophytes, qui sont arrivés à l'Assemblée nationale, qui ne connaissaient pas les codes, qui ne connaissaient pas leur territoire et qui se sont très rapidement désintéressés de l'Assemblée. Et en fait, on a une Assemblée qui a servi quasiment à rien pendant 5 ans, avec un gouvernement qui a pris beaucoup de décisions sans même passer par l'Assemblée nationale. Donc je crois que c'est un vrai souci, il faut revenir là-dessus, il faut arrêter d'avoir une Assemblée nationale de députés godillots. Il faudra une majorité, c'est clair, on n'a pas envie d'avoir Mélenchon non plus en Premier ministre, mais il faudra qu'on ait des députés qui soient capables de dire quand c'est bien, de dire quand c'est pas bien, de faire des propositions et non pas arriver dans un groupe où ils signent un accord au moment où ils rentrent dans ce groupe en disant voilà, quoi que je fasse, un amendement, une proposition de loi, je suis obligé de passer par mon groupe pour avoir une décision. Donc voilà, donc stop aux députés parachutés, stop aux députés qui ne connaissent pas le secteur, stop aux députés qui bossent sur Paris. On a un candidat qui bosse toute la semaine sur Paris. Je ne sais pas comment il va faire pour être présent sur le territoire. Donc voilà, il faut des députés qui soient soucieux de l'intérêt général, qui seront capables de soutenir les bons projets et puis d'être plus critiques quand ça ira dans le mauvais sens. Lionel Tardy, je passe la parole à Corinne Barraud. Eh bien, je dois répondre à Pascal. Pascal, en toute amitié, tu n'es pas le seul candidat écologiste, c'est bien clair. Et si je pense que tu as aussi regardé le programme NUPES, parce que EELV a participé à sa rédaction, et c'est un programme écologiste. Donc, nous portons un projet de société en rupture avec les politiques qui ont été menées au cours des dernières décennies. Et la NUPES est engagée à créer des pôles publics, donc j'insiste, c'est vraiment ça la gauche. L'union de la gauche, c'est ça, c'est des pôles publics pour l'énergie, les transports et la santé. Nous avons besoin de votre voix pour inverser la tendance en ce qui concerne les équipements publics, parce que tout le monde a besoin des hôpitaux, des écoles, des gares, des postes. NUPES, c'est l'union des forces écologistes et de la gauche, enfin. Et plus de 600 mesures pour répondre à l'urgence écologique et sociale. Merci. La parole est à Antoine Armand. Merci. Pour conclure, je ne reviendrai pas sur les attaques personnelles de M. Tardy, qui sont, comme à son habitude, assez irrespectueuses, mais qui sont surtout mensongères, puisque si vous connaissiez la loi que vous aviez votée, pourtant, en son temps, quand vous étiez député, lorsque vous êtes fonctionnaire et quand vous êtes élu député, vous êtes mis en disponibilité d'office, et donc vous êtes à 100% consacré à votre mandat. Contrairement à vous, M. Tardy, qui cumulerait, M. Tardy, qui cumulerait 2 mandats, alors qu'à l'époque, vous avez la chance. On n'a pas cette chance-là de pouvoir être mis en disponibilité. Je vais finir. Qui cumulerait 2 mandats, alors même que vous aviez porté une loi contre le cumul des mandats. C'est sur l'exécutif, vous ne connaissez pas la loi. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je pense qu'il vous faut un député utile, effectivement, à notre 2e circonscription de Haute-Savoie. Et un député utile, c'est un député qui a l'écoute, l'attention du gouvernement pour porter nos problématiques dont on a tant parlé aujourd'hui. Les problématiques de logement cher, la problématique du pouvoir d'achat qui est une urgence absolue, et la majorité, dès juillet, sera au travail pour porter une loi sur le pouvoir d'achat, pour qu'on paye moins d'impôts, pour que les charges des indépendants diminuent. Et ce sera une majorité utile au pays, contrairement à la pseudo-union d'extrême gauche qu'on vous propose, qui est portée dans notre circonscription par une candidate communiste, qui est en fait une union qui n'est d'accord sur rien, ni sur le nucléaire, ni sur l'Europe, ni même sur le pouvoir d'achat, et qui ne sera pas en mesure d'agir ni demain ni après-demain. Donc je vous appelle à faire confiance à un député jeune, à votre écoute, qui sera là pour porter des projets utiles au territoire et qui aura l'écoute, l'attention, le soutien du gouvernement, celui d'Emmanuel Macron, celui d'Édouard Philippe, pour porter sur notre territoire ces projets qui comptent tellement. Merci beaucoup, merci à tous pour votre présence. Merci Muriel pour cette co-présentation. Merci également à toute l'équipe du Dauphiné pour cette collaboration. Merci à la ferme de J qui nous a accueillis aujourd'hui et à tous les sites d'ailleurs qui nous ont accueillis pour ces émissions en Savoie et en Haute-Savoie. Merci à toute l'équipe derrière les caméras. Sans eux, rien ne serait possible. Paul à la réalisation, Xavier au son, Lola et Hugo au cadre, Manon, Nicolas
et Pierre à la coordination. Merci à vous pour votre fidélité. Nous nous retrouvons dimanche soir, bien sûr, pour une émission spéciale pour suivre les résultats de ces élections législatives en direct. À très vite.